Bien, bonjour à tous. On va pouvoir commencer. Je me présente, je suis Gilles Bellaria, je suis directeur du Centre d'information et d'orientation. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît les CIO. Ce sont des services de l'éducation nationale, donc publics, on dépend de l'inspection académique et on a pour mission d'accompagner les jeunes et leurs familles dans les questions d'orientation, de processus d'orientation, de projet d'orientation, on peut l'appeler comme on veut. Dans les CIO travaillent des psychologues de l'éducation nationale spécialisés en orientation que vous pouvez rencontrer. Alors, on intervient, comme on est un service de l'éducation nationale, on intervient dans les établissements publics. Donc si vos enfants sont scolarisés dans le public, ils peuvent rencontrer les collègues du CIO au sein du lycée ou du collège. Et par contre, au niveau du CIO, nous on est implanté au 215 boulevard Laennec. Là, on accueille tout public, des jeunes qui sont scolarisés dans le public comme dans le privé. Donc c'est ouvert à tous. N'hésitez pas, s'il y a des questions, on va y revenir bien sûr, à venir nous voir. Il suffit de passer un coup de fil pour demander un rendez-vous. Et puis voilà, vous aurez un entretien donc, avec quelqu'un de spécialisé. Alors, on a à peu près 25 minutes, une demi-heure de présentation, enfin je l'ai conçu comme ça, et puis après un temps d'échange avant qu'on ne doive laisser la place à la prochaine conférence. Je remercie l'Office du tourisme de nous accueillir dans ces superbes locaux qui sont bien agréables. Alors, l'intervention est conçue pour vous donner quelques bases sur ce qu'on appelle, nous, dans les services, les déterminants de l'orientation, c'est-à-dire à quoi il faut être attentif avant de faire ses choix. Et puis après, on parlera un peu des différentes voies, mais on n'aura pas le temps de s'appesantir sur ces différentes voies, rentrer dans le détail en tout cas. Pour ça, je vous renvoie soit sur les stands que vous avez à disposition dans ce salon, soit au CIO ou dans vos établissements scolaires. Donc, une des choses importantes, effectivement, c'est de pouvoir travailler les représentations. Quand on parle de représentation, c'est-à-dire quelles idées on se fait des domaines professionnels, des activités professionnelles, puisque c'est la finalité quand même d'avoir un projet d'orientation. Alors, si on commence par la gauche, il y a la question, bien sûr, des intérêts, la personnalité, c'est ce qui vient en premier quand on pense à la question de l'orientation. Donc il y a certains jeunes chez qui c'est naturel, bon, voilà, je sais ce qui m'intéresse, je sais ce que je veux faire, ou en tout cas, en fonction de mes intérêts, j'arrive assez facilement à trouver quelles sont les voies d'études qui pourraient me correspondre. Mais il y a des jeunes qui ont des difficultés par rapport à ça, c'est pas évident pour tout le monde. Quand on est au lycée, de savoir quels sont nos intérêts en lien avec le domaine professionnel. Quand on parle d'intérêt et de personnalité, c'est la personnalité en lien avec les secteurs professionnels. Donc ça, on peut le travailler également avec les psychologues de l'éducation nationale, puisqu'on a à notre disposition des questionnaires d'intérêt. Notre outil de départ, c'est toujours l'entretien. On a un entretien pour cerner un peu la question, la problématique, le jeune, et puis après, on peut rentrer dans les détails et notamment des intérêts. Si au bout d'un entretien, les choses ne se sont pas suffisamment éclaircies, la collègue psychologue de l'éducation nationale ou la famille et le jeune peuvent demander à passer un questionnaire d'intérêt. Ces questionnaires, vous en retrouvez aussi à peu près sur tous les sites d'orientation. Alors, il y en a qui sont plus ou moins sérieux. Quand je dis sérieux, c'est-à-dire qu'ils ont été étalonnés, pensés, réfléchis de façon à être indépendants réellement. Nous, on travaille beaucoup avec les outils de l'ONICEP, qui est l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. C'est aussi un organisme public qui a un gage d'indépendance. Donc c'est vraiment
par rapport à des questionnaires qui pourraient être faits par des fédérations professionnelles, par exemple, qui cherchent à recruter du monde. Donc, intérêt, personnalité, c'est des questions à travailler, mais vous connaissez vos enfants et je vous engage évidemment à discuter aussi de ça avec eux régulièrement. La question de l'image de soi et de l'estime de soi, c'est également quelque chose qui est très important dans le choix des études, c'est-à-dire qu'on voit un certain nombre de jeunes dans les établissements scolaires qui se sentent dévalorisés et du coup qui n'osent pas travailler un projet à hauteur de ce qu'ils pourraient le faire. Donc ça, c'est un des aspects également importants qui nous semble utile à travailler. Ça peut se travailler dans le cadre des échanges avec la famille, mais ça peut se travailler aussi avec des professionnels indépendants. Connaître les filières d'études et les diplômes, bien entendu. Un vrai choix se fait en fonction de ce qu'on connaît. Si on connaît 5 secteurs, eh ben, on va avoir le choix entre 5. Si on en connaît 50, on commence réellement à parler de choix. Pour ça, y a les salons comme aujourd'hui. C'est un moment qui est très important pour ça, puisque vous pouvez découvrir des secteurs. Et c'est ce qu'on appelle dans les services d'orientation le travail d'exploration, qui est la base à tout travail sur la définition du projet professionnel. Allez explorer, regarder ce qui existe, emmener vos jeunes voir des secteurs, même si a priori il n'y avait pas un attrait intéressant. Le fait de pouvoir discuter avec des formateurs, mais aussi avec des professionnels, puisque sur les pôles, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà de visiter les secteurs là, du forum, mais sur les pôles, il y a à la fois des lieux de formation, mais il y a des entreprises. Et parler avec des professionnels de ce qu'on peut faire, de quels sont leurs besoins de recrutement, sur quels critères ils vont recruter, etc., c'est des choses qui permettent d'ouvrir un peu l'esprit et petit à petit de préciser son projet. Une fois qu'on a vu un secteur, on peut se dire « Ok, ça, je n'avais pas pensé, pourquoi pas ? Ça, non, ça ne me convient pas. » Mais il faut être passé par l'étape de découverte avant de pouvoir dire ce qu'on en pense. Donc, connaissance des domaines professionnels, des métiers. L'insertion professionnelle et l'accès à l'emploi, c'est également quelque chose d'important. Effectivement, la plupart des jeunes, quand on parle d'orientation, on part de la question des intérêts. Mais ça peut être intéressant, et on voit aussi des jeunes qui viennent nous dire moi, mes intérêts, je ne sais pas trop, il n'y a rien qui ressort particulièrement. Par contre, je sais que je suis bien implanté ici, j'ai ma famille, j'ai mon copain, ma copine, moi, je n'ai pas envie de partir d'ici. C'est aussi un des critères à travailler. Donc on peut regarder, voilà, ici on est une zone, quels sont les emplois qu'on peut trouver dans cette zone. Alors, vous savez que chez nous on est très orienté industrie, donc les jeunes qui souhaitent se diriger vers ce domaine-là n'auront aucune difficulté à trouver de l'emploi, que ce soit au niveau ouvrier, au niveau technicien supérieur, au niveau ingénieur. Mais il y a aussi beaucoup d'autres secteurs qui sont très porteurs. Je ne sais pas si vous avez pu assister à des conférences sur les secteurs justement qui embauchent. Chez nous, on a aussi l'hôtellerie-restauration qui a beaucoup de mal à recruter. On a le secteur des services à la personne, le transport, la logistique. Enfin, il y a plein de secteurs et on a établi avec les professionnels de l'emploi une carte des secteurs professionnels qui recrutent le plus. Donc, ça peut être aussi un des éléments à travailler, à prendre en compte en tout cas dans le projet d'orientation. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'orienter vers les métiers qui recrutent le plus, mais il faut les connaître et savoir après prendre la décision. Moi, si je vois un jeune qui vient me dire moi, c'est le secteur de l'art qui m'intéresse. On sait que le secteur de l'art, il ne va pas recruter de façon très large.
Mais s'il est conscient de tous ces aspects-là, hein, c'est-à-dire peut-être que ça va être compliqué de trouver du boulot, mais c'est ma passion, c'est ce que je veux faire, ok, aucun souci. Mais voilà, il faut avoir réfléchi à l'ensemble des déterminants avant d'avoir pris sa décision d'orientation. Alors, oui, je vois des personnes qui prennent des photos, il n'y a pas de souci, mais juste je voulais vous dire que toutes les conférences, vous pourrez les retrouver sur le site de Trajectoire. Elles sont enregistrées avec le diaporama dans le fond. Voilà. Donc l'insertion professionnelle, c'est aussi un des critères à prendre en compte. Si je fais des études dans tel secteur, est-ce que je vais trouver facilement du boulot ou pas? Après, une réflexion à travailler. La connaissance, donc quand on rentre dans le détail de l'insertion professionnelle, la connaissance des fonctions, des rôles, vous remarquerez qu'on parle de moins en moins souvent de métier, mais plus d'activité professionnelle, parce que bon, il reste des métiers traditionnels où le métier décrit bien ce qu'on y fait. Hein, c'est vrai que quand on a l'image d'un boulanger, on sait qu'il va faire du pain. Par contre, si on parle d'un ingénieur, là, il y a autant de métiers d'ingénieur qu'il y a d'ingénieurs. Donc c'est plutôt un travail sur les rôles et qu'est-ce qu'on fait dans l'entreprise quand on est ingénieur, quels sont les différents aspects du métier. Et puis, l'aspect des valeurs personnelles et professionnelles, c'est également, enfin, ça nous semble également très important. Il y a des jeunes qui souhaitent un métier où on va pouvoir aider les gens. Il y a des jeunes qui souhaitent un métier où on va pouvoir voyager, transmettre son savoir, etc. Donc, tout ça, c'est des éléments à prendre en compte. Alors, autre aspect à travailler, c'est effectivement la faisabilité du projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on regarde la question des études, c'est vrai que sur Saint-Nazaire, on a déjà pas mal de choses possibles. Après, si on élargit au niveau du département, à Nantes, il y a encore beaucoup plus de formations. Mais il y a peut-être aussi des formations qui nécessitent de s'éloigner et d'aller plus loin. Est-ce que dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est faisable ou pas? Ça veut dire être mobile géographiquement, mais ça veut dire aussi des coûts supplémentaires. Est-ce que je vais pouvoir me loger? Combien ça va me coûter? Comment je peux trouver un appartement avec le Crous ou pas, etc. Quelles aides on va pouvoir avoir? Donc toutes ces questions-là sont également à travailler. Si j'en parle, c'est parce que quand on parle d'études supérieures, on parle ce qui va avec, on n'aura pas le temps de le détailler. Il y a d'autres conférences là-dessus, essentiellement de Parcoursup, puisque c'est là que les lycéens vont faire leurs vœux. Et il y a des formations sur Parcoursup qui sont très sélectives, on va en parler, d'autres qui le sont moins. Mais si vous demandez une formation sélective, on va peut-être vous conseiller de la demander peut-être à Nantes, peut-être à Saint-Nazaire si elle existe, mais élargir aussi vos vœux. Ça peut amener des jeunes à faire des vœux à Limoges, à je ne sais pas où, à Forbach. C'est intéressant parce que ça ouvre des perspectives et que peut-être les villes de moyenne importance, les formations dans ces villes-là vont être moins sélectives que si vous demandez une grande ville. Mais par contre, il faut voir si c'est faisable, si c'est réalisable, effectivement. Parce qu'on voit des jeunes après qui ont une affectation. Hein, c'est possible, ok, on te prend à l'IUT de Limoges, et puis qui commencent là seulement à se dire, oui, mais comment je vais faire? Donc tout ça, c'est des questions qui s'anticipent. En gros, ce qu'on veut vous dire, le message que j'aimerais passer dans ce type de conférence, c'est que l'orientation, c'est quelque chose d'important. On sait que c'est assez angoissant à la fois pour les jeunes et pour les parents. Souvent, les parents me disent « mais non, nos jeunes, ils ne sont pas angoissés ». S'ils le sont aussi, même s'ils le montrent différemment. Hein, ça prend quand même aux tripes. Donc, il faut y réfléchir.
il faut y réfléchir posément, c'est pour ça qu'on travaille là sur les critères, à quoi il faut penser avant de prendre sa décision, mais il ne faut pas que ça devienne non plus une prise de tête. L'orientation, c'est une projection dans l'avenir, et puis ce que je veux vous dire, c'est qu'on a aussi un droit à l'erreur. Si on s'aperçoit qu'on s'est planté, eh ben, on peut travailler des réorientations. Ce n'est pas toujours simple, mais il y a plein de possibilités et on va le voir tout à l'heure. Alors, après, il y a se mettre en action pour pouvoir obtenir les formations qu'on souhaite quand on a trouvé ce qu'on veut. Donc, effectivement, bien regarder les conditions d'admission. La sélection, de manière générale, vous ne l'éviterez pas. Dans toutes les formations post-baccalauréat, il y a une sélection. Soit elle se fait avant l'entrée, c'est le cas des BTS, des bachelors universitaires de technologie, des écoles spécialisées, soit elle se fait en cours de route, comme les licences à l'université. Mais elle existe, donc il faut bien regarder sur quels critères mon dossier va être jaugé pour pouvoir ajuster et voir, bah oui, j'ai des chances de passer, ou voilà, cette formation-là, elle a le coef d'entrée en maths, il est très élevé, moi j'ai pas des bonnes notes en maths, bon, comment je vais faire? Donc, critères et conditions d'admission. Les modalités d'enseignement, c'est important aussi, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de concret pour avancer. S'ils sont plus laissés à eux-mêmes, ça va être plus compliqué. Donc dans ce cas-là, il y a certains types de formations qui vont être plus adaptés, comme des brevets de techniciens supérieurs, des bachelors universitaires de technologie, des écoles spécialisées, où il y a vraiment de l'enseignement professionnel dès les premières années, où c'est concret. Et puis d'autres formations où on va se spécialiser petit à petit. C'est le cas de beaucoup de formations universitaires, les licences. Dans les licences universitaires, on se spécialise au fur et à mesure. Les premières années sont très généralistes, et puis après, l'intérêt, c'est que du coup, on peut faire des études à la carte et se spécialiser vraiment dans ce qui vous intéresse. Mais l'inconvénient, c'est qu'au départ, c'est très généraliste, et puis il faut être très autonome. On va avoir moins d'heures de cours que dans les formations professionnelles. Seulement 1 heure de cours va demander 3 à 4 heures de travail personnel. Donc il faut être capable de les fournir sans avoir quelqu'un derrière soi pour dire « t'as fait tes devoirs », parce que quand on est en études sup, on n'a plus quelqu'un derrière soi pour vous demander si vous avez fait votre travail. Les programmes. Là aussi, c'est quelque chose auquel les jeunes, les lycéens ne pensent pas toujours. On peut se déterminer par rapport à des intitulés de formation. J'ai vu régulièrement des jeunes ce BUT communication. Voilà, moi je veux faire de la com, je fais un BUT de communication. Oui, mais avant de dire que c'est ça qui vous intéresse, il faut se plonger dedans et aller voir si vraiment c'est le contenu auquel vous pensez. Ça, on le trouve très facilement en allant sur le site des écoles ou des formations ou en allant sur le site de l'ONICEP. La reconnaissance du diplôme, ça aussi c'est une question qui revient régulièrement. On a les formations qui sont plus ou moins labellisées, licence, master, doctorat à l'université, un diplôme d'ingénieur, etc., où on sait que c'est reconnu. Et puis, on a ce qu'on appelle les diplômes d'école. Dans ces diplômes d'école, il y en a qui sont... Alors, toutes les écoles vont vous dire oui, on est bien reconnu. Mais il y en a qui sont réellement reconnus par la profession. Ça, on peut le voir notamment en allant sur le site des anciens élèves, voir un peu ce qu'ils sont devenus et éventuellement en contacter un pour lui demander, voilà... Si je fais cette école-là, qu'est-ce que je peux faire après? Est-ce que
est-ce que dans la profession c'est reconnu ou pas? Mais il y a aussi la question éventuellement des poursuites d'études. Si je fais par exemple un bachelor universitaire de technologie, 3 ans après le bac, je sais que c'est homologué, ça me donne un certain nombre de critères européens de formation, et donc ça me permet de postuler pour éventuellement une poursuite d'études en école d'ingénieur, en école de commerce, etc. Il y a d'autres titres d'école qui, même en étant reconnus par la formation, n'apportent pas cette reconnaissance qu'on appelle académique, qui permet, si on le souhaite, de poursuivre des études. Donc renseignez-vous bien là-dessus. On devait avoir, le ministère de l'Enseignement supérieur s'était engagé à travailler cette question pour nous faire paraître un site avec la reconnaissance réelle des écoles par rapport à ces critères. Ça prend du retard. C'est toujours d'actualité, mais ça prend du retard. Mais en venant nous voir ou en allant interroger les anciens élèves, on peut avoir des notions par rapport à ces données-là. Donc, des choses importantes. Voilà par rapport à ça. Alors, un certain nombre de sites pour vous informer. Donc ça, c'est une diapo, encore une fois, vous la retrouverez sur le site de Trajectoire. On a un certain nombre de sites sur les programmes, les critères d'admission. Donc critères d'admission, notamment le site Parcoursup. Il va ouvrir là bientôt au mois de décembre, à la mi-décembre. Même si vous ne vous inscrivez pas, ou même pour un élève qui est en seconde ou en première, vous pouvez aller regarder les fiches de formation, et sur chacune de ces fiches de formation, vous avez les critères de sélection. Donc très intéressant, on vous dit, c'est ce qu'on appelle les attendus de la formation. Si vous voulez venir chez nous, il faut que vous ayez des compétences en expression, en sciences, etc. Ça vous donne vraiment ces critères et le poids des critères dans le recrutement. Le site de l'ONICEP, vous avez vraiment toutes les informations sur le contenu de ces formations. Et puis un site qui vient d'être mis en place par le Conseil régional et l'éducation nationale, c'est Va vers le SUP, qui vous permet à la fois de travailler un petit peu vos intérêts pour les jeunes, et puis de travailler le contenu des formations. Ça vous renvoie sur les deux. Donc, voilà. Et puis après, vous avez aussi le site Choisir mon métier Pays de la Loire sur les emplois. Je veux savoir si le secteur, je ne sais pas, du luxe recrute beaucoup dans les Pays de la Loire, ou quel type d'entreprise, quel type de poste. Est-ce que si je sors avec un bac plus 2, je trouve du boulot? Est-ce qu'il faut un bac plus 5, etc. Vous avez beaucoup d'informations, il est très riche ce site, et localisé sur les Pays de la Loire, mais l'ONICEP fait le même travail au niveau national, en moins détaillé du coup. Donc, important d'aller aux portes ouvertes des établissements. La semaine prochaine, le week-end prochain, il y a le salon de l'étudiant à Nantes, où là, vous aurez l'ensemble des formations supérieures de la région qui vont être présentées. Le salon Formatech en janvier. Bon, si j'ai un conseil à vous donner, l'étudiant est vraiment plus riche en palette de formation. Et puis un site très intéressant, enfin pas un site, une possibilité qui est ouverte très intéressante, c'est l'université à l'essai pour ceux qui pensent choisir une formation universitaire. Vous aurez la possibilité d'aller passer une journée dans la section qui vous intéresse, pour là vous rendre compte de ce que c'est qu'une formation à l'université. Donc quand on le vit, c'est quand même une façon très, très intéressante de pouvoir faire son choix après.
Alors, on va prendre peut-être 5 minutes pour parler un petit peu des possibilités d'études. Alors, je me doute que si vous êtes au fond, vous ne voyez peut-être pas tout dans le détail, mais encore, vous pouvez le retrouver sur le site de l'ONICEP ou sur le site de Trajectoire. À gauche, donc en vert, vous avez l'université. Le principe de l'université, c'est 3 ans pour avoir une licence, puis 2 ans pour avoir un master, et éventuellement encore 3 ans pour avoir le doctorat. Les jeunes qui sont dans des formations, dans des bacs d'enseignement général, le type de formation qui leur est ouvert, c'est plutôt ces voies-là, donc soit l'université, soit des écoles, soit des classes préparatoires aux grandes écoles, c'est ce qu'on appelle les CPGE. Oui, c'est pas très net là. À droite. En tout cas, bac général, c'est un diplôme qui a été conçu plus pour faire des études supérieures qu'on appelle longues, donc 4-5 ans d'études après le baccalauréat, voire plus, quand on veut se spécialiser dans certains domaines comme la médecine, ou quand on veut avoir un doctorat spécialisé en physique nucléaire, etc. Donc, 3 ans licence. La licence ne permet pas, a priori, une insertion professionnelle quand on parle de licence généraliste. Maintenant, il existe aussi, et ça se développe à l'université, des licences professionnelles qui, là, permettent d'aller travailler. La différence, c'est qu'il y a de l'enseignement professionnel et il y a des stages en entreprise. Souvent, ce qui fait la différence entre une formation professionnelle, c'est le fait d'avoir pu mettre en application ce qu'on a appris dans une entreprise, donc avoir fait des stages. Donc ça, on le retrouve dans les BTS, dans les bachelors universitaires de technologie, dans les écoles spécialisées, qu'elles soient écoles d'ingénieurs, écoles de commerce ou dans le secteur éducatif, éducateurs spécialisés, éducatrices spécialisées, le secteur de la santé, du paramédical. Tout ça, c'est des formations concrètes avec formation professionnelle et avec stage en entreprise. C'est ce qui permet de négocier son diplôme au sein d'une entreprise quand on en sort. Les formations généralistes, comme une licence générale, ne permettent pas de trouver du boulot, enfin, en tout cas pas un boulot spécialisé. On peut toujours trouver un boulot d'opérateur avec une licence, mais ça ne va pas correspondre aux études que vous avez faites. Ça demande, c'est vraiment la porte d'entrée vers le niveau supérieur, vers le master. Et là, le master, c'est un diplôme spécialisé et professionnalisant qui permet de trouver du boulot. Donc, les licences professionnelles, on en a parlé. Les classes prépa aux grandes écoles, comme leur nom l'indique, elles permettent d'entrer dans ce qu'on appelle les écoles, je dirais, les plus prestigieuses, notamment en école d'ingénieurs et école de commerce. Mais elles permettent aussi, là, les enseignants sont bien rodés à pouvoir accompagner les élèves et leur conseiller le type de concours qu'ils vont pouvoir passer à l'issue de ces 2 années. Classe prépa aux grandes écoles, c'est 2 années pendant lesquelles on bosse beaucoup, mais il n'y a pas de domaine professionnel. C'est toujours des matières qui sont approfondies. Et au bout de ces 2 ans, on va passer un concours pour intégrer telle ou telle école, Polytechnique, les ponts, HEC, Sciences Po, éventuellement on peut y rentrer aussi à ce niveau-là. Et des écoles peut-être un peu moins cotées, mais qui apportent des débouchés très très intéressants également. Là, en fait, toute la question est celle de la stratégie. C'est un peu la question études courtes, études longues. Qu'est-ce que je fais avec mon baccalauréat? Il y a plusieurs stratégies possibles. Il y a les jeunes qui se disent « je vais rentrer dans une formation professionnelle ».
Si ça me convient, je m'arrête là, je vais aller travailler. Par exemple, voilà, j'ai mon bac général, je demande à faire un bachelor universitaire de technologie, je ressors avec mon bac +3 professionnel, je peux aller bosser. Mais ça me permet aussi, si je m'aperçois que j'ai envie d'avoir un niveau plus élevé au sein de l'entreprise, de continuer et de rejoindre soit un master à l'université, soit une école d'ingénieur, une école de commerce, encore une fois, ou de gestion. Donc, stratégie par étapes. Et puis, il y a d'autres personnes qui se disent, moi, mon objectif, c'est d'obtenir un titre d'ingénieur, par exemple. Donc, je fonce, je vais en voie directe. Et j'essaye de rentrer soit dans une école d'ingénieurs qui recrute au niveau du bac, il y en a, soit de passer par une classe prépa, école d'ingénieurs. En temps, c'est la même chose, ça dure 5 ans. Et je sais du coup que je serai ingénieur après. Alors, avantages, inconvénients des deux côtés. Les poursuites d'études après les formations professionnelles courtes, elles sont pratiquement toutes les écoles ont un recrutement de BTS ou de bachelor universitaire de technologie. Mais le nombre de jeunes qu'elles vont recruter à ce niveau-là est plus réduit que le nombre de jeunes qu'elles recrutent au niveau d'entrée globale, au niveau du bac par exemple. Donc c'est une stratégie qui permet d'assurer un emploi s'il y a un incident en cours de route, mais c'est une stratégie qui garde aussi une part d'incertitude parce que le passage BTS, troisième année de licence ou bachelor universitaire de technologie, troisième année d'ingénieur, il n'est pas automatique. Ça repasse par une sélection. Donc en fonction du profil, et notamment du profil scolaire de l'élève, mais aussi de ses capacités globales à mobiliser ses compétences, on va pouvoir conseiller une ou l'autre de ces stratégies. Je ne sais pas si je suis clair. Ouais. Voilà. Bon, après, on repart sur les différents types d'établissements, études courtes, études longues, on l'a vu. La question des diplômes et de leur reconnaissance, c'est là où je vous parlais de ces validations de critères européens qui permettent à la fois la poursuite d'études, donc l'entrée dans le niveau supérieur, et à la fois la mobilité au niveau européen, puisque ces critères-là sont reconnus au niveau de l'Europe entière. Donc ça veut dire que vous pouvez faire vos poursuites d'études ailleurs qu'en France. La sélectivité importante aussi. Je pense qu'on n'a pas le temps là. Ben non, parce qu'il faut qu'on s'arrête dans 5-10 minutes. Donc on ne va pas avoir le temps de développer le niveau Parcoursup, le site Parcoursup, mais encore une fois, il y a d'autres conférences là-dessus. Ce que je vous propose, c'est de passer à un temps d'échange, de questions par rapport à ce qu'on a vu, si ça vous paraît pas clair. C'est le moment de poser des questions.